Bonjour tout le monde, bienvenue à un autre épisode de Radio Bidon. J'ai le bonheur d'être avec Audrey Lemieux et Emmanuel Moisan aujourd'hui pour parler de course cycliste parce que oui, là, c'est vraiment reparti. Madame, monsieur, bonjour. Allô? Allô, allô. Alors, on va revenir un peu dans le temps, si vous voulez bien, parler de ce qui s'est passé au cours des dernières semaines en course cycliste, chez les hommes et chez les femmes. Évidemment, il y a eu plus de courses du côté des hommes, mais on a une espèce de retour à la normale, hein, on peut dire ça. Avez-vous l'impression qu'on est parti pour une saison presque ordinaire jusqu'à maintenant? Vas-y, Emmanuel. Mais oui. On le souhaite, en tout cas. Ouais. On souhaite absolument ça. Puis là, on est dans une période là, vraiment de boulimie de course de vélo. Ouais. Là, on a beaucoup de très bons spectacles à se mettre sous la dent. C'est même un peu difficile à suivre. Là, ce matin, au lever, je faisais du rattrapage dans Paris-Nice que j'avais un peu laissé de côté parce que j'avais plus accroché sur Tirreno. En tout cas, c'est presque dur à suivre, puis c'est super. En tout cas, ça nous donne le goût d'aller rouler nous-mêmes aussi. Oui, Là. ça va finir par arriver. On enregistre ça, on est lundi en ce moment, et puis il fait à peu près moins 1 million d'heures, là, mais ça va revenir un jour. Audrey, t'es-tu excitée par ton début de saison? Ça a été la première course World Tour chez les femmes aussi avec Strade Bianche. Puis chez les hommes, ben, ça brasse pas mal. Tu tripes-tu? Ben absolument. C'est sûr que, comme Emmanuel disait, on le souhaite qu'il y ait une saison normale. Déjà, on a vu que Paris-Nice, ça a été un peu chamboulé les deux dernières étapes. Ils ont dû amener des Ouais. changements. Il y avait un état d'urgence là, dans les parcours. Ils ont dû modifier ça. Puis, effectivement, beaucoup de courses à se mettre sous la dent. J'essaie de suivre un peu tout. Et les femmes, ben c'est vraiment agréable de voir ça avec le calendrier World Tour qui prend de l'ampleur, là, beaucoup plus que l'année passée. Donc, ça, c'est de bon augure pour les femmes. Il y a beaucoup de choses qui se produisent. Puis, encore une fois, un noyau très fort du côté des femmes. Là, je pense que le niveau là, s'élève année après année. Effectivement, puis on en a eu un bel exemple avec Strade Bianche, mais parlons de la course des hommes d'abord. Ça a été, on peut dire, là, on a eu l'impression chez les hommes, c'était un concours d'hommes forts, chez les femmes, beaucoup de jeux tactiques. Donc, chez les hommes, là, ce qu'on va retenir, évidemment, c'est les deux monstrueuses accélérations de Mathieu Van Der Poel, là, hein, et peut-être aussi la présence d'un Egan Bernal dans le trio final avec Julien Alaphilippe, mais la deuxième accélération là, de Van Der Poel dans la montée de Santa Caterina vers la Piazza del Campo à Sienne, où il a anéanti Julien Alaphilippe. Ça n'arrive pas souvent qu'on le voit là, se faire laisser comme ça, mais ben là, on le voit encore sur Tirreno Adriatico. Il est souvent, sauf à une étape où il est allé un peu après la montée, là, où il est allé un peu faire la grimace à tout le monde en disant là, je suis encore capable. Sinon, on voit que c'est comme un changement de garde là, dans ce genre de classique-là, où là, la puissance de Mathieu Van Der Poel est comme imbattable. Là, il y avait rien à faire avec ça. Est-ce que Mathieu Van Der Poel... Foudroyant, là, Ouais. carrément, l'attaque qu'il a mise là, dans la dernière ascension. C'était absolument foudroyant. Ben, il a fait paraître Alaphilippe quasiment comme un cyclotouriste. Ça vous donne une idée. Je veux dire, Alaphilippe, c'est lui qui est reconnu comme étant un des plus grands puncheurs, puis zéro, là, il ne pouvait pas égaler ça. Les watts qu'il a poussés sur 20 secondes, là, 1004 watts sur son accélération finale de 20 secondes, les pulses à 186, mais ça, c'est juste l'accélération. C'est une course qui a duré 4h45 minutes. D'être capable de produire ces chiffres-là en fin d'étape comme ça, c'est phénoménal. Oui, dans une étape où les chiffres généraux là, sont complètement hallucinants. Là, j'ouvre une fenêtre parce que l'équipe a partagé là, ces chiffres des 25 derniers kilomètres là, et ça n'a aucun sens. Si vous êtes un peu, si vous aimez un peu là, le data et que vous vous avez le vôtre pour comparer, le 45 minutes qui a été fait avec un normalized power de 389 watts, là, c'est long en mot te dit. Là, donc, 60 km avec un normalized power. Non, excusez-moi, c'est pas vrai. Là, c'est 4 h 45 minutes à 389 watts de normalized power et les 60 derniers kilomètres à 439 watts de normalized power. Là, c'est de puissance normalisée, ça n'a aucun sens. C'est vraiment là, du gros calibre de puissance.
Et on a vu que Wout van Aert, qui arrivait d'un camp d'entraînement en altitude, lui, s'était fait larguer un peu plus tôt. Mais quand même, encore une fois, là, cette course-là est extraordinaire. Au-delà de la performance de Van Der Poel, comme la plupart des courses cyclistes, c'est des scénarios un peu prévisibles. Là. On a presque toujours quelques attaques, un groupe qui se détache, un autre petit groupe encore plus sélect qui se détache de ce groupe-là. Puis ça se termine à 1, 2, 3 coureurs la plupart du temps là, dans la montée Santa Caterina. Mais ça donne un show extraordinaire à chaque fois. On va le dire, j'ai pas envie de faire le débat, c'est-tu le nouveau monument, mais chose certaine, en quelques années, Strade Bianche s'est affirmé comme une classique à part entière, même si c'est une course toute neuve. Pour moi, c'est la plus belle façon de commencer la saison. Là. C'est la plus belle course de début de saison. Je ne sais pas ce que vous en pensez, là, mais puis le décor est magnifique en plus. Là. Ben, moi, franchement... Effectivement. Vas-y, Emmanuel, vas-y, je t'écoute. Ce que j'allais dire, c'est que c'est une course qui est absolument, là, David, je suis parfaitement d'accord avec toi, qui est extraordinaire en début de saison. Le débat monument, pas monument, il s'écrira beaucoup de choses là-dessus, puis il continuera de s'en écrire. Je ne veux pas embarquer là-dedans, moi non plus. Ce qui me fascine avec cette course-là, année après année, c'est le mélange des types de coureurs qui arrivent dans le final. On a des champions de grand tour, on a des champions du monde, on a des punchers, on a des gros rouleurs. Il y a des grimpeurs qui se tirent bien d'affaire. C'est fascinant de voir la composition du dernier groupe qui se dégage dans le final de cette course-là. Année après année. Il y a une couple d'années, c'est Wout van Aert puis Bardet qui se sont fait la guerre dans la dernière montée. Cette année, on avait Bernal, Alaphilippe, Van Der Poel. Il y a Tom Pidcock qui a fait une superbe course aussi. Alors, moi, c'est ce que je trouve fascinant dans cette course-là, c'est la variété des types de cyclistes là, qui sont là. Bien, moi, ce que je trouve aussi qui est vraiment fascinant, c'est que, je veux dire, Wout van Aert, oui, il semblait avoir manqué un petit peu là, de jambes sous l'explosion d'Alaphilippe le premier coup, puis ensuite Van Der Poel. Mais ce que je veux dire, c'est que dans cette course-là, c'est magnifique, les chemins de gravel et tout ça, mais ça prend une équipe autour de toi. La Jumbo-Visma, quand même, ont très, très bien fait pour protéger Wout van Aert, le champion défendant en titre, lui qui l'avait gagné en 2020, pendant le début de la course. Mais rendu à 50 km de la fin, c'était tout Wout van Aert qu'il fallait qu'il assume. Fait que ça, là, ça peut avoir un impact sur la fin de la course. Donc, tout au long de cette course-là, c'est tellement important d'être protégé à 100%. D'ailleurs, Hugo Hull protège tellement bien souvent Jakob Fuglsang dans ce type d'épreuve-là. Puis ça, c'en est un. Jakob Fuglsang, tu sais, on dit... il y avait le dernier petit groupe qui s'est détaché, mais Fuglsang, c'en est un, lui, qu'il était dans la chasse derrière. Puis vraiment, là, jusqu'à la toute fin, ce groupe de chasse-là, ça y allait fort. Là. Puis ils sont revenus à 7 secondes. Puis ça n'a pas fonctionné. Ils n'ont pas réussi à faire la jonction. Tu avais Fuglsang dans ce groupe de chasse-là, mais tu avais aussi 2 coéquipiers de Van Der Poel. Tu avais aussi 2 autres coéquipiers de Kubeka Assos, dont Michael Gogol. On nomme les champions du Tour de France, tout ça, mais Michael Gogol était vraiment dans le groupe de tête avec les Bernal, Wout van Aert, Van Der Poel, Alaphilippe. Et bien, Pidcock aussi. On l'a vu dans ses premières classiques-là. Lui, c'est ses premières classiques de sa carrière. Il est quand même très jeune. Là. Et en fait, du niveau senior, là, je veux dire, et aussi avec Ineos. Vraiment, je trouve qu'il a fait preuve de sang-froid. Il est toujours dans les échappées décisives. Oui, tu sais, il était un petit peu en retrait à la fin avec Wout van Aert, mais il faisait ce qu'il avait à faire. Puis, ça venait à dire le jeu tactique. Est-ce que Bernal aurait pu ne pas prendre de relais? J'ai Pidcock derrière. Si Pidcock revient, on peut jouer ça stratégique. Mais je veux dire, il y a tellement de choses qui peuvent arriver avec tout ça, mais ça a été un spectacle jusqu'au dernier mètre. Et aussi, même si on savait que c'était le plus fort, Van Der Poel, ben, il nous en a donné encore pour notre argent à la fin.
Vraiment, on a eu un très, très, très beau show, en effet. Chez les femmes, on a pu voir seulement les 20 derniers kilomètres de course, mais quels derniers 20 kilomètres, particulièrement les 15 derniers. À 15 kilomètres de la fin, donc pour résumer, là, Chantal Vandenbroek-Black qui part. SD Works, là, qui était encore l'équipe dominante. Tu sais, c'est les anciens Bulls Dolman, hein, et puis c'est encore aujourd'hui l'équipe dominante, même si, bon, ben, on le voit avec Trek, entre autres, avec FDJ. Il y a quand même d'autres équipes très, très fortes là, dans le peloton. C'est Canyon SRAM aussi. Bon, le peloton est peut-être plus égal qu'il l'était auparavant, mais là, elles étaient très fortes en nombre et en force aussi, parce qu'il y avait aussi Anna van der Breggen qui était dans le groupe Select à l'avant, donc duquel se sont sauvés Chantal Vandenbroek-Black, suivie par Elisa Longo-Borghini. Elles ont été reprises juste avant la montée assez brutale de El Tolfé, où là, c'est Annemiek van Vleuten et Marianne Vos qui sont partis. Puis là, vous vous dites, bon, ben, il reste un peu plus que 10 km à faire, puis Marianne Vos puis Annemiek van Vleuten sont partis. Dans n'importe quelle autre course chez les femmes, ça aurait été terminé. C'est une de ces deux-là qui serait partie et qui aurait gagné. Ben non, le groupe est revenu et c'est encore Chantal Black, suivi encore par Longo Borghini qui sont partis en solo. Puis là, il y a eu plein de jeux à l'arrière de stratégie vraiment super intéressants à suivre et à regarder. Très, très bien commenté d'ailleurs de ce que j'ai entendu, où on pouvait vraiment voir là, ce qui se passait à l'arrière. Et finalement, c'est Chantal Black là, qui était pas la favorite du tout dans ce genre de montée-là. Longo Borghini, qui est chez Trek et qui est la championne italienne, était vraiment la favorite dans ce genre de montée abrupte-là. Mais Chantal Vandenbroek-Black s'est installée dans sa roue jusqu'à la dernière minute. Elle a attendu, quand elle a vu que Borghini avait les jambes cassées, elle est partie gagner cette course-là. Puis on a vu son équipe arriver derrière elle, puis vraiment contente. Puis on sentait que c'était vrai. Je ne sais pas si vous l'avez vu, là, ça, là, c'est arrivé là, avec Anna van der Breggen qui vient la féliciter, tout ça, tu sais, puis ça avait la... Emmanuel, l'as-tu vu, toi? Oui, absolument. J'ai regardé la fin de la course. On sentait vraiment là, beaucoup d'émotions. Puis, comme tu dis, elle a joué ses cartes de la seule façon qu'elle pouvait les jouer pour aller gagner cette course-là face à Longo Borghini. Ce que je retiens surtout, moi, de Strade Bianche, du côté des femmes, c'est la perception que le peloton est de plus en plus paritaire. On a l'impression là, que le niveau s'est élevé. Il y a de plus en plus de parité, là, puis on sent que maintenant, c'est plus nécessairement, comme tu dis, c'est plus nécessairement joué d'avance entre Van Vleuten ou Van der Breggen. On sent vraiment là, qu'au niveau tactique, au niveau sportif, ça s'est vraiment resserré, puis c'est tant mieux pour le spectacle. Il y a eu le petit débat aussi là, de la question de la bourse là, qui a fait grand bruit, là, et puis qui va peut-être brasser un peu les choses aussi là, pour la suite. Mais c'était vraiment une très belle course. On a vu Marianne Vos aussi qui est allée se mélanger à tout ça, là, qui a fini, je pense, 7 ou 8e. Là, je ne l'ai pas sous les yeux, mais qui a fait une très, très belle course aussi là, de son côté. Tout à fait. Audrey, qu'est-ce qu'on fait avec ça, les salaires? Là? Parce qu'à Amloop et Newsblad, quelques jours avant ça, on a donné 930 € à Anna van der Breggen qui a gagné la course, alors que Davide Ballerini, qui avait gagné celle des hommes, remportait 16 000 €. L'écart était un peu moins gênant à Strade Bianche. Hein? C'était 31 000 € chez les hommes et soit 6 200 € chez les femmes, mais c'est quand même 5 fois moins. Puis là, il y a eu une campagne de sociofinancement dont Emmanuel parlait. Là, donc, on a réussi à amasser 15 000 €. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vrai? Parce qu'on a vu tout le monde faire comme, ben oui, on aimerait ça que les filles gagnent autant d'argent, mais au final, on fait du sociofinancement. Qu'est-ce que tu penses de ça? C'est une bonne affaire qu'on fasse ça? Ça donne-tu un élan? Bien, ce que je pense, c'est que depuis les 10 dernières années, ça a évolué. Par contre, on n'est pas encore rendu là où il faudrait qu'on soit du côté féminin. Ce que je vois, c'est qu'il y a quand même beaucoup plus de courses qui sont diffusées. Dans le passé, on mettait une caméra statique à l'arrivée, puis on voyait 3 secondes de clip de la coureuse qui gagnait, qui terminait la course. Par contre, comme je dis, l'évolution est là. Donc ça, c'est encourageant. En ce sens où, si on veut avoir plus de bourses,
il faut bonifier l'offre, en fait. Il faut qu'on ait plus de courses diffusées. Et c'est ce qu'on voit avec, la Strade Bianchi. Souvent, on en va avoir, là, ça travaillait très fort dans les coins pour avoir un Tour de France féminin, beaucoup plus que juste une étape du style presque critérium, là, si on veut. Donc, et ce que j'aime aussi, c'est qu'il y a cette solidarité au sein du peloton féminin. Les gros noms, les filles qui ont une voix, ben l'utilisent. Et ça, je pense que c'est vraiment, vraiment positif et que ça va dans le bon sens. Mais c'est sûr qu'on n'est pas encore rendu où on veut. Comme tu dis, on est dans un peu des campagnes socio-financement, mais ça fait parler. Ça fait parler. Pendant ce temps-là, il y a du monde qui travaille en arrière-plan pour trouver des solutions, pour faire évoluer. Et les salaires des coureuses aussi. Tu sais, je veux dire, là, on parle d'une bourse de quand on remporte une course, mais le salaire des coureuses, c'est la même chose. Il est beaucoup, beaucoup plus bas qu'un salaire de coureur masculin. Mais ces filles-là font le même genre de vie, s'entraînent vraiment de façon assidue, voyagent partout dans le monde pour faire les compétitions. Donc, c'est sûr qu'il faut que ce soit vu à sa juste valeur, là, mais en espérant que ça va évoluer. On peut plus dire que le spectacle est pas bon, là, parce que... Ça, non. C'est vrai qu'il y a déjà eu une époque où les courses des femmes, en raison de plein de choses, là, parce que finalement, ça part du bas. Là, s'il n'y a pas d'argent, puis s'il y a moins d'argent pour l'entraînement, il y a moins d'argent pour le perfectionnement, il y a moins d'argent dans le développement des coureuses, des équipes, etc., c'est sûr que ça finit par paraître sur le spectacle, mais là, le spectacle, il est là, puis il est bon, donc il est de mieux en mieux diffusé, même si c'est loin d'être parfait. L'année dernière, le Giro Rosa, qui est la seule vraie grosse course par étape chez les femmes, n'a même pas été diffusé, donc ça, c'est encore un problème, là. Mais nous, on essaie d'en parler, puis j'espère que vous essayez de le voir, de le regarder aussi, parce que sinon, vous manquez un bon show. C'est ça. Donc, on a beaucoup de choses à discuter, et je saute à quelques jours plus tard à Paris-Nice. Un Paris-Nice dont vous connaissez sans doute le résultat si vous nous regardez, écoutez en ce moment, mais seulement à titre de statistique ou d'histoire, pour une troisième fois, donc en presque un an, un peu plus d'un an, Primož Roglič, un peu moins d'un an, pardon, Primož Roglič a été promis à un couronnement au terme d'une épreuve par étape en France, et il s'est incliné. Donc, au Dauphiné, l'année dernière, il était en jaune, il a crashé, il a dû abandonner. Au Tour de France l'an dernier, on sait qu'il est tombé, il est virtuellement tombé face à Tadej Pogačar dans le dernier, contre la montre de l'avant-dernière étape. Et sur Paris-Nice, donc, il est tombé 2 fois dans la dernière étape, alors que techniquement, là, il y avait juste à se pencher pour ramasser cette victoire-là. Mais bon, Paris-Nice, c'est une course pleine de surprises, surtout dans les dernières étapes. Je ne sais pas si vous avez qu'est-ce que vous retenez de ce Paris-Nice-là? Audrey, j'ai envie de commencer avec toi. Qu'est-ce que tu as retenu de ça? Pas nécessairement de Primož Roglič, autre chose, parce qu'il y a eu plusieurs épreuves de sprint aussi. Il s'est passé pas mal d'affaires. Qu'est-ce que tu retiens de cette course-là? Bien, puisque tu parles du sprint, je retiens que Sam Bennett vraiment a dominé. Par contre, s'il domine, c'est parce que son train de lead-out est vraiment très bon. Morkov fait la différence. Et j'ai remarqué aussi que Sam Bennett, quand même, avait amélioré sa façon de grimper. Il grimpe un petit peu mieux, en tout cas, du moins, ça a l'air beaucoup moins souffrant que les étapes qu'on avait l'année dernière lorsque ça grimpait. Même qu'à un moment donné, il était dans une échappée avec Cataneo pour aller chercher des points pour le maillot vert. Et en tout cas, c'est intéressant pour lui de grimper un peu mieux pour que ça lui demande moins d'énergie, parce que s'il veut, après ça, remporter des sprints les journées d'après, ben c'est parce que ça lui coûte tellement cher quand il y a des étapes de montagne. Fait que pour lui, ça a été très bien. C'est sûr que, j'ai envie de parler de Primož Roglič. Il y a eu beaucoup de controverses et de choses qui se sont dites à son sujet, entre autres l'étape où il est allé remporter devant Gino Madère à 25 mètres de la ligne d'arrivée. Il est allé le dépasser pour... Bon, là,
là, c'est sûr que moi, je veux juste faire les deux côtés de la médaille. Je ne veux pas nécessairement prendre position, mais je veux faire les deux côtés de la médaille. Le premier point, c'est que, bon, on lui a souvent reproché à Primož Roglič, entre autres l'année dernière au Tour de France, de ne pas aller chercher du temps quand il pouvait le faire. Donc, lui, peut-être que c'était une façon, je ne suis pas dans la voiture du directeur sportif, mais peut-être que c'est une façon d'aller vraiment travailler cet aspect-là de son jeu. Il est allé chercher le 10 secondes en bonification à la ligne, plus un 5 secondes sur chaque man qui était son plus proche rival. Bon. Mm-hmm. Est-ce que c'était nécessaire? Ça va être là la question. La question, c'est... lorsque Madar est en échappée en position pour gagner, oui, il y a eu Astana qui a quand même chassé devant. Il y a eu Cofidis qui est allé prendre des relais. C'était un petit peu une drôle d'ambiance en ce sens parce qu'on n'avait pas nécessairement besoin de revenir sur l'échappée cette journée-là. C'était vraiment pas nécessaire pour aucune des équipes parce qu'on était tous statu quo. Il n'y a pas grand-chose à aller chercher, ne serait-ce qu'au final. Oui, il a pris 15 secondes cette étape-là sur chaque man, mais chaque man a fait des bonifs. Donc, ça lui donne 11 secondes en bonification. Bref, je ne vais pas entrer trop là, dans les détails, mais ce que je veux dire, c'est qu'à un certain moment, lorsqu'on est revenu assez près de l'échappée, bien là, tu vois Kreuzberg aller discuter avec Roglič. Roglič, probablement, lui a dit « OK, j'ai des jambes, on ramène. » Donc là, c'est là que tu as vu Bennett qui a fait un super gros effort à aller s'exploser. Ensuite, Kreuzberg prend le relais, fait un super gros effort. Là, tu brûles deux de tes coéquipiers pour aller revenir, pour aller chercher au final 11 secondes. Regarde, on n'est pas dans la voiture d'équipe. Par contre, le lendemain, est-ce que c'était nécessaire de prendre toute cette énergie-là de ces coéquipiers-là pour aller chercher la victoire d'étape? Il n'y en avait pas besoin de victoire d'étape, ça faisait déjà 2 qui gagnaient. T'sais. Par contre, le lendemain, à sa deuxième chute, si ses coéquipiers, je joue l'avocat du diable, si ses coéquipiers n'avaient pas brûlé toute cette énergie-là pour aller chasser, ramener, ben là, peut-être qu'il aurait été présent. Peut-être resté du gaz. Ouais. Peut-être, tu sais. En tout cas, fait que moi, c'est les deux côtés de la médaille. Je ne vais pas dire qu'il méritait puis c'est son karma le lendemain. Par contre, ce que tu as amené en entrée de jeu sur son mauvais sort lors de la dernière étape, ça commence à faire beaucoup. Ça va être dur de... En tout cas, il a l'air de bien rebondir, là, mais... Oui, mais tu sais, le cyclisme, il y a beaucoup de la chance dans ce sport-là, là, tu sais, puis ben là, il est visiblement assez malchanceux. Emmanuel, est-ce que Jumbo Visma sont super bons jusqu'à temps que ça aille mal? Oui, on dirait. Tu sais, puis l'argument d'Audrey, là, à savoir est-ce qu'ils ont brûlé des cartouches la veille qu'ils auraient pu utiliser le lendemain, effectivement, parce que dans la vallée, le lendemain, il était à 7-8 secondes là, de recoller avec le peloton un moment donné. Puis s'il y avait eu un coéquipier avec lui, il aurait peut-être été capable là, de faire la jonction au lieu de se fier sur Bouhanni, je pense, là, qui a donné un relais, ou en tout cas, il y a eu de l'aide un petit peu, mais c'était pas... il a failli le faire tomber en plus. Ouais. L'autre affaire qu'il faut se rappeler, c'est que Paris-Nice, c'est presque toujours une course par étapes ultra serrée. Là. Cette année, ils ont fini à, je pense, une quinzaine de coureurs en dedans de 2 minutes. Alors là, le 10 secondes sur la ligne... il vaut quelque chose. Tu sais, il y a bien des courses où ça ne vaut pas grand-chose, ces secondes-là, mais là, il y avait l'occasion d'aller les chercher dans l'optique où ça aurait peut-être fini de façon très, très serrée. Est-ce que tu peux te permettre de donner une victoire à quelqu'un? Est-ce que l'autre, Madère, justement, aurait été content de gagner de cette façon-là? C'est une autre histoire aussi. Mais chaque man n'est pas particulièrement voilà, on ne le saura jamais finalement. Non plus. Vous souvenez-vous, Contador qui a perdu par 2 secondes en 2017 contre Henao sur Paris-Nice, justement. Ça fait pas si longtemps, là, mais il était parti. Non, exact. Fait que c'est vrai que ça finit toujours très, très serré. Là. Absolument. Donc, la réponse, est-ce que les Jumbo Visma sont, comment tu as dit, est-ce qu'ils sont bons quand ça va bien? Qu'ils s'écroulent sous la pression ou sont juste bons quand ça va bien? C'est ça. Le reste de la saison nous le dira, j'imagine. Ouais. Mais c'est ça, parce que, tu sais, on a vu... Primož Roglič tout seul, c'était un drôle de spectacle pour une équipe aussi dominante que ça, où on a envoyé visiblement les meilleurs éléments, là, parce que c'est pas Wout van Aert sur Tirreno Adriatico qui dispose des meilleurs éléments avec lui en ce moment. On enregistre ça, je vous rappelle, on est lundi, le 15 mars, et puis Tirreno Adriatico bat son plein encore. Se termine demain, je pense. Et donc, on voit Wout van Aert qui a une équipe avec lui, mais qui n'a pas l'équipe du calibre que celle dont disposait Primož Roglič, puis qui se retrouve complètement esselé
le cuissard déchiré en sang. C'est quand même bon. C'est un peu aussi le vélo, dans tout ce qu'il y a de grandiose, là, comme on l'aime et le trouve fascinant aussi, là, ce genre de côté tragique-là, très, très intense, auquel on a eu droit pour le final de Paris-Nice. Un final rarement ennuyant. Oui, et Tirreno une Adriatique, dernière oui. petite chose que Oui, je vas-y. voulais dire. Est-ce que aussi, quand la première chute, le peloton semblait quand même attendre, jouer fair play. La deuxième chute, quand il y a eu son incident mécanique, ça s'est mis à rouler très fort en avant, Astana, Bora, ça aussi, là, tu sais. Ouais. Est-ce que le fait est-ce qu'il y a assez d'amis dans le peloton? Je pense que c'est toujours très important de se garder une petite carte, dire j'ai des amis dans le peloton, mais en tout cas, bref, ça, comme tu dis, beaucoup de drames, beaucoup de gros spectacles pour Paris-Nice. Oui, mais tu as raison, Audrey, de ça. Puis, tu sais, en même temps, c'est un autre grand débat du cyclisme. Là, tu sais, est-ce qu'on attend le leader s'il tombe, etc. Puis, moi, j'ai changé d'idée par rapport à ça. Là, tu sais, j'ai longtemps adhéré à la règle non écrite. Là, puis, tu sais, même si j'ai trouvé ça désagréable de voir Roglic gagner, tu sais, aller, en bon français, snatcher la victoire à Gino Madère à la 7e étape, tu sais, ça m'a dérangé. J'ai trouvé ça disgracieux un peu, mais en même temps, c'est un sport. T'es là pour gagner, tu sais, puis tu sais, c'était lui le plus fort, il est arrivé, puis Madère a été très, je trouve, gentleman aussi dans sa réponse par rapport à ça. Il a dit, écoutez, c'est un jeu, puis c'est le premier qui gagne. J'avais juste à être plus vite, tu sais, puis j'aurais gagné, Exact. c'est tout, là, tu sais. Donc, et donc, c'est ça. Est-ce que Bora et Astana auraient dû attaquer, tu sais, quand Glitch tombe, ou en tout cas quand il y a son deuxième problème? Ben oui, pourquoi pas, tu sais, je veux dire, moi je suis rendu là, dans ma démarche. Tu sais, ça fait partie du jeu, ton bicycle qui casse, toi tu tombes, ça fait partie du jeu, là. Si on joue au hockey puis le gars en avant de toi, il casse sa palette, là, tu vas pas t'empêcher de compter un but, tu sais, parce que le gars il a cassé sa palette en avant de toi, tu sais, donc c'est ça la game. Parlant de game, on en a une autre belle sur Tirreno Adriatico. Donc, où là, on a il manque à peu près juste Primoz Roglic là, parmi les grands favoris là, de l'année. On a eu un super beau show à date avec des victoires d'étape de Van Aert, d'Alaphilippe, de Pogacar, de Van Der Poel. Donc, à peu près tout le monde a gagné une étape là, d'intéressant sur cette course-là. Van Aert s'est fait prendre le maillot de meneur au Prato des Tivaux, 45 secondes par Pogacar, mais il y a comme plusieurs histoires là-dedans. Ma première histoire dont j'ai envie de parler, c'est finalement, tu sais, Van Aert, dans cette montée-là, ce qu'il a montré, on le savait déjà dans son rôle de lieutenant, là, tu sais, pour Roglic, il l'avait montré qu'il était capable de tenir des longues montées difficiles, mais pendant que Mathieu Van Der Poel chillait dans le gruppetto, là, lui, il était là, puis il n'a perdu que 45 secondes là, face à Pogacar dans cette montée-là. Est-ce que Wout Van Aert est le gars qui peut tout faire? Puis là, on se posait la question, puis on a un peu envie de répondre. Pas pire, hein? Je ne sais pas ce que vous en pensez, là. Je te laisse commencer, Manuel. Et il peut tout faire, je pense que oui. On l'a vu dans cette montée-là, justement, décrocher des grimpeurs, des Bernal, puis Geraint Thomas qui n'était pas capable de suivre, un paquet de monde comme ça. Je pense que c'est une rivalité extraordinaire qu'on voit présentement là, entre Van Der Poel et Van Aert. Puis là, de voir Van Aert s'exprimer dans la montagne comme ça, ça le place probablement sur... ça le fait se questionner sur son avenir dans les courses par étapes, là, probablement, qu'il doit s'imaginer, est-ce que je fais un shift là, dans ma carrière, puis je me concentre un peu plus là-dessus? La question se pose. Passer de l'élite, de la crème dans le cyclocross mondial à coureur de course par étape, ça commence à faire un beau range là, de possibilités là, pour un cycliste. Oui, vraiment. Audrey, qu'est-ce que tu as pensé de sa performance? Ben, je suis entièrement d'accord. Juste pour... je veux faire un parallèle et un exemple avec un Caleb Ewan. La première étape, Wout Van Aert, il a remporté sur un sprint massif de peloton devant Caleb Ewan, Fernando Gaviria.
Le lendemain, je ne sais plus les jours exacts, là, mais dans une étape de montée, comme Emmanuel dit, il grimpe plus vite que Bernal, Landa, Quintana, Geraint Thomas, Nibali, Barnet, Fuglsang, on les nomme tous. Donc, c'est comme si tu prends un calibre E1, tu le mets dans une super longue montée, puis tu sais, il est capable de remporter des sprints de peloton, puis il va aller grimper devant tous ces gros noms-là. Fait que Wout van Aert, c'est assez exceptionnel. Donc là, moi, je suis vraiment sur le bout de ma chaise parce que j'attends le contre-la-montre individuel, parce qu'en plus, il est super fort au contre-la-montre individuel. Donc, Mais ça va Pogacar être vraiment est intéressant. bon aussi, tu sais, fait que... Oh que oui, ça aussi. ouais. Donc, c'est vraiment intéressant de le voir performer comme ça. Wout van Aert, tu te demandes quand est-ce qu'il va craquer ou exploser, parce que vraiment, même l'étape que Van der Poel est parti en solitaire hier, il n'a jamais levé le pied. Et puis, tu sais, je veux dire, Pogacar revenait sur Van der Poel à la toute fin, mais Wout van Aert, là, franchement, il ne laissait pas beaucoup de temps quand même. Il ne se laissait pas prendre beaucoup de temps par Pogacar. Donc, c'est Non, il n'avait pas l'air très bien dans impressionnant. sa peau, par exemple, depuis un long moment. Là. À la fin, tout le monde avait l'air un peu à terre, là, mais avec raison. Tout Là. le monde avait l'air à terre, oui. Oui, mais ça faisait un bout de temps que Van Aert avait sa face de quand ça va pas bien en cyclocross, là, puis la tête un peu sur le côté comme ça. Là, ça faisait un petit bout qu'il avait l'air mal dans sa peau. C'est comme Van Aert, c'est comme un genre de coureur, puis j'ai presque... Je ne mets pas encore Van der Poel là-dedans parce qu'on ne l'a pas vu monter de manière aussi convaincante là, que Van Aert dans des longues montées continues. Là. On a vu dimanche là, qu'il est capable de faire plusieurs fois des petites bosses, là, puis de tenir. Il est parti 50 km tout seul en avant, comme ce que tu racontais tantôt, Audrey, c'est ça. Là, c'est Pogacar qui est presque revenu sur lui. Parce qu'il avait froid. Ben oui, Ben parce qu'il il avait est froid, parti fait que, seul. bon, Oui, on va j'ai partir en un ami échappée. comme ça, on va courir, puis il part à 3 minutes et demie du kilomètre en disant ah, ben il faut se réchauffer. Donc, parce qu'il avait froid, il est parti tout seul pendant 50 km. C'était. Ben, en soi, c'était de toute beauté, là, comme show, là, mais puis on a vu Pogacar revenir sur lui, comme tu disais, à la toute fin, parce qu'il était en train de complètement se décomposer. Mais ce que je disais, c'est un coureur comme Van Aert qui est capable d'un peu tout faire comme ça, c'est comme des coureurs de l'ancien temps, des coureurs des années 70, même peut-être 80, là, avec des Bernard Hinault, des coureurs capables d'un peu de tout faire. Là, je pense à Eddy Merckx. Mais là, mais depuis les années 90, c'était disparu, ça. C'était à une surspécialisation là, des coureurs cyclistes. Puis là, on a un gars qui arrive, puis qui est capable de tout faire. Van der Poel qui arrive, qui est capable aussi de gagner toutes sortes de courses. J'ai hâte de voir Tom Pidcock aussi dans plein d'autres scénarios. Puis c'est là que de plus en plus de gens qui disent que le cyclocross est le nouveau gain marginal, donc chez les cyclistes. Julien Alaphilippe est un ancien champion de cyclocross aussi, donc il y a tout ça qui entre en ligne de compte. Donc, pour revenir sur Tirreno, je m'égare. L'étape de dimanche, donc vraiment spectaculaire. Et là, ça va se décider au contre-la-montre. Mais il y a comme des enseignements là, déjà là, qu'on peut tirer là, de cette course-là aussi, parce qu'on le voit, les forces en puissance, c'est les Van Aert, les Alaphilippe, les Pogacar, les Van der Poel. Et c'est eux, puis je dis ces noms-là comme ça, parce que c'est eux finalement qu'on va regarder et qu'on va surveiller au cours d'à peu près toutes les prochaines courses qui vont suivre au printemps, les classiques, etc. Puis là, c'est Milan-San Remo, en fait, semaine prochaine. Puis la question, c'est si Mathieu Van der Poel est capable de faire ce qu'on l'a vu faire jusqu'à maintenant, qui va pouvoir l'arrêter dans le Poggio et le rattraper après ça sur la Via San Roma pour la victoire. En tout cas, c'est sûr qu'il y a du timing et tout, mais est-ce que vous voyez déjà, un peu comme moi, Mathieu Van der Poel remporter Milan-San Remo la fin de semaine prochaine? Je commence par toi, Audrey. Je te laisse y aller, Audrey, cette fois-là. Je pense que faut vraiment qu'ils prennent ça relax les dernières étapes de Tirreno Adriatico. Parce qu'il faut qu'il récupère. Hier, quand il a franchi la ligne, là, on est à peu près un petit peu moins d'une semaine. Hier, on était à une semaine là, de la course. Milan-San Remo. Quand il a franchi la ligne, là, il n'y avait plus rien dans les jambes. Là. Tu le voyais, ça pédalait carré. À un moment donné, il restait à peu près, je ne sais pas moi, 5 km à peu près.
Tu sais, d'habitude, tu vas te prendre un power gel, tu vas continuer le rythme. Lui, c'était une barre, puis là, il avait besoin de calories. Ouais. Tu voyais qu'il était au fond total du baril. Donc, il faut qu'il récupère le plus possible. Je pense que c'est un peu son objectif. Et c'est certain qu'il va être à surveiller. L'explosion qu'il y avait à Strade Bianchi, il va l'avoir encore dans le Poggio. Donc, ça va être à voir. Et là, en plus, comme tu dis, ben, c'est sûr qu'il y a des circonstances de course dans Tirreno Adriatico. Voyons, j'ai de la misère à le dire. Il y a un classement général. Il n'est pas important au classement général. Donc, tu sais, ça s'est regardé un peu. Quand il est parti en échappée, ben, tu sais, tu as vu que Formolo est venu contrôler. Davide Formolo, soit dit en passant, a fait vraiment un super travail pour Tadej Pogacar. Ouais. Ça a été quelque chose qui a été très important. Il a tiré pendant 30 km hier. Et Van Der Poel, ben là, tu sais, je veux dire, on l'a laissé filer. La veille, il avait perdu beaucoup de temps, donc il n'est pas menaçant. On va peut-être, c'est sûr qu'on ne le laissera pas filer comme ça dans une course comme Milan-San Remo, mais ce qu'on sait, c'est qu'il est capable de faire un 50 km seul, se rendre à la ligne. Et, tu sais, on dit qu'il a fait les 50 derniers kilomètres seul, mais dans un autre côté, il a fait un peu plus parce que lorsqu'il restait à peu près 65 km, il a commencé à attaquer. Il attaquait, là, le groupe de favoris là, s'est formé, il était à peu près une vingtaine. Il attaque encore, il s'auto-contre-attaque. Je veux dire, il a donné tellement de cartouches, en tout cas dans les 65 derniers kilomètres, puis il a réussi à se rendre. Faut qu'il récupère, ça c'est sûr, mais à surveiller, là, ça, il n'y a pas de doute là-dessus, encore une fois. Là, mais là, il faut que les autres fassent les choses différemment. On sait qu'il y a un démarrage extrêmement rapide. On va essayer des choses contre lui avant, je sais pas. Il faut y aller stratégique. Moi, le problème, c'est que ce que je remarque, puis Emmanuel, tu sauras me dire si tu es d'accord avec moi ou non, c'est que la puissance, puis aussi le génie de pilotage de Van Der Poel fait que même quand il est super mal positionné, là, puis je regarde l'étape que Van Aert a gagnée, là, il était vraiment pas loin derrière, mais il était super loin en arrière. Là, il était mal positionné, toutes les mauvaises roues, puis il réussit toujours à revenir. Fait que, tu sais, une place comme Milan-San Remo, où c'est tellement important d'être bien positionné, mettons, à la base du Poggio, mais il pourrait très bien donner un coup, tu sais, puis reprendre à peu près 20 roues d'une shot, tu sais, puis encore avoir du gaz pour réattaquer, tu sais. Donc, cette puissance-là est presque, entre guillemets, inattaquable là, dans plein de circonstances comme celle-là. Je sais pas ce que tu en dis. Ça revient un peu à ce qu'on disait tantôt, là, à savoir est-ce que le cyclocross est le nouveau gain marginal ou le nouveau terreau là, pour ça. Van Der Poel, on l'a vu aussi poser des attaques absolument fatales et foudroyantes en vélo de montagne aussi. Ouais. Alors, je pense que c'est une de ses grandes forces, puis c'est ce qu'on voit maintenant poindre au sommet de l'élite du cyclisme mondial. C'est des cyclistes qui proviennent de différentes disciplines, puis qui ont différents types de torque aussi dans les jambes, et pas juste du torque de route, mais du torque de cyclocross, de montagne. C'est une autre façon, c'est un autre rythme de pédalage, c'est une autre cadence, c'est une autre puissance. Puis je pense que ça leur met des cartes dans leur jeu, des cartes supplémentaires que les cyclistes sur route pure, ceux qui ont grandi exclusivement sur la route, sont peut-être un peu désemparés là, quand ils voient ce type d'attaque-là. Pour ce qui est de Milan-San Remo, je pense évidemment que Van Der Poel est certainement le favori, mais un qu'on a vu passer des bosses de façon surprenante sur Paris-Nice, c'est Sam Bennett. S'il réussit à passer le Poggio, je pense qu'il n'y a personne qui va être capable de le toucher. Il faudrait que ça dorme dans le Poggio un peu. S'il parvient, s'il y a comme une petite neutralisation puis tout ça, mais il a grimpé de façon surprenante sur Paris-Nice. Je pense pas qu'on l'avait vu faire ça avant. Parce que le Poggio, c'est pas une bosse très dure, là, c'est pas un gros pourcentage. Mais c'est la vitesse à laquelle ils attaquent là, souvent les 2-3 derniers virages là, avant d'arriver au village puis de redescendre de l'autre côté vers San Remo. Là. Si ça démarre très fort, il n'y a pas beaucoup de chance, mais si ça se regarde un petit peu trop longtemps puis ça arrive en plus gros comité là, en bas, puis ça se finit au vrai gros sprint,
Oui, ça, c'est. Je m'y Là, mettrais il y a. mon 2 sur Sam Ouais, Bennett. moi aussi, dans ces conditions-là, effectivement. Mais ça, c'est comme un ancien scénario de Sanremo. Tu sais, ça arrivait il y a quelques années encore. On arrive. Ça arrive plus, Ouais, là. tu sais, c'est ça où on voyait des Mark Cavendish puis des gens comme ça arriver jusqu'au finish puis des finishes massifs à Sanremo. Effectivement, ça arrive pratiquement plus là. Maintenant, ça attaque beaucoup dans les dernières rampes du Poggio. On se retrouve avec 2, 3, 4, 5 coureurs là, tu sais, dans les dernières années. Mettons le trio Sagan, Alaphilippe, voyons, j'oublie son nom, le Polonais qui est chez Ineos. Kwiatkowski. Kwiatkowski, c'est ça, l'année où Kwiatkowski a gagné. Donc, Kwiatkowski. c'est ça. Donc, c'est ça. On voit, c'est plus ce genre de scénario-là qu'on voit maintenant sur Sanremo. Mais comme tu dis, Emmanuel, ça se peut que toutes les attaques soient neutralisées, que finalement, tu sais, ça dorme un peu au gaz dans le Poggio, puis que ça revienne dans le bas, là, dans Via Roma, qui est quand même assez longue là, avant qu'on arrive au fil d'arrivée. Audrey, Emmanuel, je vous remercie d'avoir été avec moi aujourd'hui. Merci à tous les auditeurs et toutes les auditrices et tous les auditeurs de Radio Bidon, d'avoir été là encore une fois. On est content de vous retrouver encore une fois en vidéo. On en prend l'habitude. C'est pas mal le fun. Puis, je vous souhaite une belle saison de classiques. Hein? C'est la vraie saison des classiques qui commence. Audrey et Emmanuel, à vous deux aussi, merci d'avoir été là. Merci à toi, David. Merci, Emmanuel. Bye bye. Merci, salut. Ciao.